Niger, pays sahélien enclavé, caractérisé par un climat tropical sec, subit aujourd'hui plusieurs adversités, notamment celles liées au changement climatique. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Affaire de bébés importés continue de défrayer la chronique. Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent à suivre le procureur qui projette de faire appel dans cette affaire. Manifestation de l'opposition des hautes personnalités prises en flagrant délit. Retour sur ces événements, vous le savez, qui étaient survenus donc à Niamey et à Zender. Activité du ministère de la Santé publique qui a désormais un site web pour mieux informer la population. À suivre les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres de ce journal. Décidément, cet appel ne s'est pas fait trop attendre. Le parquet, par la voix du procureur de la République adjoint, saisira dès le lundi la cour d'appel. Selon lui, l'affaire dite de supposition d'enfants ne fait que commencer et le tribunal correctionnel de Niamey a bien fait de se déclarer incompétent. Pour ceux qui croient que les accusés sont lavés de tout soupçon, il n'en est rien. Il s'est donc exprimé au cours d'un point de presse chez Samna que je propose de suivre. Sincèrement, ce que je pense, c'est que cette question d'incompétence nous arrange mieux parce que là, c'est à nous de faire les diligences pour faire appel. Et le parquet a systématiquement relevé appel. Nous avons déjà l'acte d'appel ici et je puis vous dire que dès le lundi, le dossier va remonter au niveau de la cour d'appel et rassurez-vous, ce ne serait pas sur une charrette. Donc la cour d'appel va incessamment être saisie. Et du reste, je tiens à préciser que la cour d'appel a déjà été saisie de cette question de compétence et elle a rendu une décision dans laquelle elle a rejeté la demande d'incompétence qui avait été adressée à l'époque par les avocats des personnes impliquées, notamment la chambre d'accusation. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation tout à fait normale, c'est une question de procédure. Nous allons, notre souci, c'est justement pour ça que nous avons programmé le dossier très rapidement, parce qu'en tenant compte de ces questions de procédure et surtout de ces questions de dilatoire, parce que tout ce qu'on cherche, c'est de ne pas aller au fond. Eh bien, nous allons aller au fond, nous allons purger cette question de compétence dès la semaine prochaine. Nous allons l'envoyer à la cour d'appel et nous allons revenir au niveau de l'arène. Donc, c'est ce que je tenais à vous expliquer parce qu'on a entendu ici et là que les poursuites sont abandonnées. Il n'en est rien du tout. C'est dans l'ordre normal des procédures. C'est la procédure qui est ainsi. À chaque fois qu'un plaideur soulève l'incompétence d'une juridiction, donc la juridiction, il est tout à fait normal que la personne qui estime que la juridiction est compétente a le pouvoir, en application des articles 482 et suivants du Code de procédure pénale, de relever appel. Donc retenez que, de façon succincte, c'est que nous sommes en face de plaideurs ou de lutteurs qui ne veulent pas venir dans l'arène et qui soulèvent des questions de compétences et des questions du moins de dilatoire, mais que nous allons finir par revenir dans l'arène. Et puis à déverser dans le même chapitre, c'est-à-dire le jugement relatif au trafic des bébés importés qui n'a pas eu lieu donc ce matin, la justice nigérienne a abandonné les poursuites à l'encontre d'une vingtaine de personnes
Accusé d'avoir participé à ce trafic international, le tribunal correctionnel de Niamey s'est déclaré incompétent sur cette affaire impliquant à la fois le Niger et le Nigeria et le Bénin. L'accusation a 10 jours pour faire appel de cette décision. Compte rendu signé Youssouf Omar. Voici le délibéré de justice concernant l'affaire des bébés importés. Il est tombé à 10h40 pile. Le tribunal correctionnel de Niamey dit qu'à défaut d'un jugement civil ayant définitivement statué sur les filiations et les possessions d'État, qu'il n'est pas compétent pour connaître directement et principalement de cette fameuse question de bébés importés. On nous a accusés d'avoir acheté des enfants. Donc si les enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à qui? C'est cette question qu'on doit purger avant même l'infraction. Parce qu'il lui fallu qu'on nous démontre que ces enfants-là ne nous appartiennent pas. C'est en ce moment-là qu'on peut nous poursuivre sur le plan pénal. Or, c'est cette question qui n'a pas été tranchée par le juge civil. On s'est empressé, on s'est précipité pour pouvoir saisir les juridictions pour emprisonner des gens. Et puis, le résultat est là, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. L'affaire des bébés importés du Nigeria par cette décision est-elle en train de connaître son épilogue ou connaît-elle déjà sa fin? La défense des présumés coupables a foi que c'est fini. Elle suppose que l'un des présumés coupables, Hamamadou, qui se trouve en France, peut rentrer au Bercail. Il peut prendre son avion à partir de cet instant. Personne ne peut l'inquiéter au titre de cette affaire. Il n'y a plus de poursuite contre qui que ce soit. Les mandats d'arrêt éventuels sont tombés d'office. Et maintenant, tout le monde est libre. C'est ce que ça veut dire. Une vingtaine de personnalités sont impliquées dans cette affaire. Le parquet, qui a accusé les personnalités, a 10 jours pour faire appel et saisir d'autres cours. Au cas contraire, l'affaire sera considérée comme classée. Voilà donc pour ce qui est de cette affaire dite de bébé importé qui n'a pas encore justement donné son épilogue. Cela dit, lors de la manifestation de l'opposition du 18 janvier dernier, des hautes personnalités ont été aperçues, bien sûr, avec les manifestants, le sac dans la main plutôt, en train de brûler des pneus. À cet effet, Moussa Aksar s'est prononcé sur cet état de fait. Après l'écran noir, après le bandeau noir, nous avons jugé utile de faire une autre page noire pour dénoncer la liberté accordée à certaines personnalités qui ont été prises la main dans le sac, flagrant délit, et au cours des événements qui ont endeuillé le peuple nigérien. C'est notre conception, c'est notre façon de voir pour que demain, la justice ne mette pas ces gens-là, ces personnalités qui sont présumées impliquées, puisque là c'est l'évidence, c'est même pas qu'elles sont, parce que là les images parlent d'elles-mêmes, et nous sommes obligés de dénoncer cette liberté provisoire accordée à ces personnes qui étaient en train de mettre le feu à leur propre pays. Vous avez sur cette image M. Soumana Sanda. Soumana Sanda, qui fut ancien ministre, qui fut quand même dirigeant de ce pays-là. Et vous le voyez là sur ces images en train de manifester et d'essayer de créer la chienlit avec ses camarades. Là, vous le voyez sur ces images. Et nous avons l'ancien ministre, Yubo Diallo, quand même, qui a enseigné le droit à la fac, à l'université de Niamey, qui est censé connaître ce que c'est qu'une manifestation interdite. Alors vous le voyez sur cette image avec les badauds, en train de mettre le feu aussi à son propre pays. Et ces gens-là, sur la seconde image, le même niveau, après avoir mis le feu de l'autre côté, il revient. Là, il est en train de narguer les policiers qui sont en train de faire leur travail de maintien de l'ordre. Et il prend le projectile là, vous le voyez, il le prend,
il le lance aux policiers. Voilà comment se comportent certaines personnalités qui ont dirigé ce pays-là. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait que la justice fasse son travail et fasse beaucoup attention, car ces événements-là peuvent nous amener loin s'ils ne sont pas châtiés. Et je dois dire que le maître même à liberté, c'est défier le président de la République qui a demandé à ce que ces personnes, tous ceux qui sont impliqués dans ces événements, soient châtiés. C'est bien vrai, les gens vont dire que c'est une image montée. Et nous défions n'importe qui. Celui qui se sent lésé dans ce que nous venons de dire, de porter plainte auprès du tribunal. On parle que c'est des images de Tazar, c'est faux. Et là, vous voyez, autant de Tazar, il n'y a pas de switch on. Sur cette image-là, elle est là, elle est claire. Il n'y a pas l'immatriculation 8N. C'est des images récentes. Et si ces personnalités se sentent lésées, je le répète, nous avons un palmarès. Tout ce qui nous intéresse toujours, c'est les faits. Les journalistes, c'est toujours les faits. Et aujourd'hui, ces faits-là, ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Et dans notre journal, nous avons l'habitude de publier en facsimilé des documents pour prouver la véracité de ce que nous avançons. Et quand nous parlons d'évidence, c'est que personne, aujourd'hui au Niger, ne puisse comprendre que des personnalités qui ont dirigé le pays, dont les images sont là, vous les voyez, soient mises en liberté. Et c'est pour cela que je dis que nous sommes tous en insécurité. Il ne faut pas que cette insécurité nous amène vraiment au chaos. Autre aspect de cette édition, le président de la République Issoufou Mahamadou est depuis hier en Éthiopie où il prend part à la deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, UA, le sommet des chefs d'État de l'organisation panafricaine qui se tiendra aujourd'hui et demain dans la capitale éthiopienne, a par ailleurs désigné aujourd'hui à la présidence tournante de l'UA le président zimbabwéen Robert Mugabe. Un sommet qui pour l'essentiel sera consacré à la sécurité sur le continent. On fait le point avec Murtala Zver. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosa Zana Dlamini Zuma, a estimé ce matin que les islamistes nigérians de Boko Haram menacent la sécurité et le développement de toute l'Afrique et que l'Union africaine doit apporter une réponse collective décisive. Le terrorisme en particulier, la brutalité de Boko Haram contre nos populations est une menace à notre sécurité collective et à notre développement. Elle s'est désormais propagée à la région au-delà du Nigeria et nécessite une réponse collective efficace et décisive, a martelé Mme Zuma en ouvrant le sommet. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a appelé à la création d'une force militaire régionale de 7500 hommes pour contrer Boko Haram. Nigeria, Cameroun, Niger, Tchad et Bénin avaient déjà convenu fin 2014 d'établir une force de 3000 hommes. Celui-ci n'est toujours pas opérationnel du fait des dissensions entre Abuja et ses voisins. Je l'annonçais dans les titres de ce journal, lancement officiel des activités du site web du ministère de la Santé publique. C'était ce matin dans la salle de réunion du dit ministère en présence du ministre de la Santé publique Mano Agali. Halimatou Abdou Soumaïla Dandi. www.msp.ne, c'est le code du site web du ministère de la Santé publique. Cette cérémonie marque ainsi le lancement officiel des activités de ce site. Ce site est la consécration d'un des engagements du ministère de tutelle de mieux servir la population. Un événement tant attendu par le personnel du ministère de la Santé publique. En effet, plusieurs raisons justifient la création d'un tel site. Avoir une visibilité à grande échelle, mieux informer les publics, communiquer et diffuser plus, satisfaire les besoins en information tant interne qu'externe, améliorer ce que nous faisons et ce que nous comptons faire, promouvoir la bonne gouvernance et le leadership du ministère de la Santé publique, décloisonner davantage
tous nos services. Des résultats probants atteints grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers du ministère. Pour arriver à ces résultats, le ministère a bénéficié d'un appui très important de ses partenaires, particulièrement du Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du PDS et du Fonds d'appui institutionnel, PAI, de la coopération belge. C'est le lieu de leur exprimer mes vifs remerciements et notre profonde gratitude. C'est pourquoi j'en appelle au soutien de vous tous ici présents, car vous constituez désormais un maillon fort de la chaîne pour la réussite de cette activité. À travers ce site, le ministère de la Santé publique entend ainsi améliorer ses prestations et s'approcher davantage de la population. Désormais, toutes les informations relatives au ministère, ses différentes activités à travers le pays sont disponibles sur le site www.msp.ne du dit ministère. Autre cérémonie, cette fois-ci de remise de matériel au marché de bétail à côté Sabon-Machi et Soudou par le projet de développement des exportations des marchés agro-silvo-pastoraux Prodex. Objectif expérimenter la vente du bétail au poids sur les différents marchés. Le compte rendu est signé Hima Saïbou Issa Hassan. 3 bascules, 9 pesants d'un coût global de plus de 21 millions de francs CFA, c'est le don que le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex a fait au profit des marchés à bétail de Gotei, Sabon-Machi et Soubdou. Un don qui vise comme objectif la vente du bétail au poids sur ces marchés. Des matériels qui viennent à point nommé compte tenu de l'importance des marchés à bétail. Le matériel qui sera remis ce jour est composé de 3 bascules, de 9 pesants, de 9 pesants, pour permettre, pour un coût global de plus de 21 millions de francs CFA, qui va être remis donc au niveau de ces entités administratives, au niveau des marchés à bétail, pour permettre la réalisation de ces tests. Je voudrais souhaiter que dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération, des cahiers de charges précis, intégrant des pratiques de gestion des opérations, puissent être convenus avec l'ensemble des acteurs et suivis afin que les marchés à bétail jouent effectivement le rôle de pivot de la mise en marché massive et compétitive du bétail sur pied dans notre pays. Relevant l'importance de ce don, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage afin d'atteindre certains résultats. C'est au regard de toutes ces actions du Prodex que le ministère de l'Agriculture assurant la tutelle du projet et le ministère de l'Élevage appuie la phase pilote de l'amélioration de la gestion de 3 marchés à bétail par l'adoption de la vente des animaux au niveau des 3 communes. C'est donc un grand honneur pour moi de présider ce jour la cérémonie de remise de ce matériel de pesée qui consacre le démarrage de l'expérimentation de la vente au poids des animaux sur les marchés à bétail de Gotei, Sabon-Machi et Soubdou. Le gouvernement de la 7e République compte sur vous pour imprimer une nouvelle ligne de conduite et faire de notre pays, le Niger, un pôle commercial compétitif du bétail et lutter contre l'évasion fiscale qui handicape grandement l'action des communes en faveur du développement local. Plus concrètement, à travers l'octroi de ce matériel, le gouvernement attend de vous un positionnement fort permettant aux communes d'aller vers une gestion performante en adéquation, en délégation du service public selon le modèle partenariat public-privé. La communication d'un bon profil au comité national de suivi du test, la proposition d'un plan de travail immédiat. Ces matériels destinés au marché à bétail de Gotei, Sabon-Machi et Soubdou seront expérimentés dans l'optique de faire de ces marchés des puissants moteurs dans la mise en marche du bétail sur pied et faire du Niger l'un des pôles attractifs dans la sous-région. Et puis, place maintenant à une partie invitée, un invité sur ce plateau avec nous,
Nous allons parler de la situation de la jeunesse nigérienne, vous le savez, qui se pose aujourd'hui avec acuité une population de jeunes composée de 50% de la population qui ont au moins 35 ans. Le Niger a fait face à des enjeux majeurs concernant bien sûr cette frange importante de la communauté nationale. Et puis pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Ousmane Dantata. Il est fondateur, coordonnateur de l'ONG Afrique Fondation Jeunes. Monsieur Ousmane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation pour parler aujourd'hui de la situation de la jeunesse nigérienne, on l'a dit, qui se pose aujourd'hui avec acuité. Mais avant peut-être cette situation de la jeunesse, nous allons parler surtout de votre structure qui est une ONG, l'ONG donc Afrique Fondation Jeunes. Alors qu'est-ce que c'est? Alors Afrique Fondation Jeunes est une organisation non gouvernementale de droit nigérien qui a été créée en 2005 et reconnue par les autorités nigériennes en 2006. Donc nous avons été créés, ou nous sommes constitués en tout cas en une organisation non gouvernementale pour apporter nos contributions diverses et variées dans le sens de voir comment insérer les jeunes dans les processus de développement. Donc cette ONG qui s'appelle Afrique Fondation Jeunes, AFJ en abrégé, a pu, depuis sa création, mettre en œuvre en tout cas plusieurs activités. Alors aujourd'hui, l'ONG Afrique Fondation Jeunes fait face sans doute, bien sûr, à d'énormes défis, la non-scolarisation de la jeune fille, du manque de formation et des emplois des jeunes. Aujourd'hui, en tout cas, que de questions importantes dans ce domaine des jeunes. Alors aujourd'hui, quel est, je dirais, le champ que vous occupez par rapport en tout cas à tous ces aspects? En fait, vous avez raison, la situation des jeunes au Niger est plus que préoccupante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de la majorité de la population nigérienne est très jeune. Et cette structure de la population est elle-même en proie, en tout cas, à des difficultés d'encadrement. Il faut savoir que jusqu'à il y a une dizaine d'années, plus de la moitié des enfants ne vont pas à l'école au Niger. Aujourd'hui encore, une forte déperdition scolaire est en tout cas quelque chose qui est constaté. Nous pouvons aussi, en tout cas, on va dire, regretter le fait que beaucoup de jeunes qui n'ont pas été à l'école il y a quelques années, qui ne savent ni lire ni écrire, se retrouvent sans aucune formation, sans aucune qualification qui leur permette d'accéder vraiment à un métier. Et nous avons, dès le démarrage, constaté effectivement ces différentes difficultés. C'est-à-dire que nous avons massivement eu des jeunes qui sont venus nous voir dans le sens de dire nous voudrions un emploi. Mais les difficultés auxquelles on a été tout de suite confrontés, c'est le fait que pour beaucoup, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de possibilité, même d'ailleurs pour certains, d'accéder à une formation immédiatement parce qu'ils sont analphabètes. Donc nous avions mené des activités dans le sens d'amener vraiment ces jeunes à prendre confiance en eux, à développer vraiment de l'estime de soi pour aller vers la formation, pour aller vers l'emploi. Nous avons pu accueillir jusqu'à 7000 jeunes depuis 2008 d'ailleurs. Depuis 2008, nous avons lancé ces activités d'accueil et d'orientation des jeunes. 7000 jeunes ont été reçus. Nous avions pu former plus de 1000 jeunes dans plus de 12 corps de métiers différents. Nous avons depuis réussi en tout cas à développer une méthode pour dire qu'au Niger, voilà peut-être la meilleure façon de recevoir un jeune, de l'écouter, de l'orienter. Et cette méthode, elle a été validée par le ministère de la Formation professionnelle qui l'utilise à travers tout le pays. L'autre chose que nous avons pu développer, c'est aussi avec en tout cas plusieurs de nos partenaires. C'est vraiment l'occasion de les remercier et de remercier aussi toutes les personnes, les volontaires qui nous ont accompagnés dans le sens justement de trouver des activités aux jeunes. Donc, oui, en parlant de partenaires, M. Ousmane, on sait que le partenaire privilégié reste sans doute l'État du Niger à travers justement un programme du président de la République concernant ce volet emploi des jeunes. Alors, est-ce que
une fois votre ONG a œuvré dans ce sens? En fait, sans être strictement dans le cadre d'une coopération avec le gouvernement, je veux dire, ce que nous faisons est aussi contributif de cet effort que toutes les organisations et toutes les personnes peuvent faire dans le sens de faire avancer la situation au Niger. Mais nous avons pu, avec le ministère de la formation professionnelle, qui est vraiment notre partenaire étatique le plus proche, nous avons pu faire des formations à l'entrepreneuriat à l'endroit de plusieurs jeunes. Est-ce que vous disposez aujourd'hui des chiffres? Alors, nous avons des chiffres, par exemple, justement, avec le ministère de la formation professionnelle. Nous avons formé en 2013 environ 300 jeunes qui sont sortants des écoles professionnelles de Niamey, de Dosso et de Tillabéri. Nous avons pu, avec les activités que nous menons, insérer dans le sens vraiment d'activités qui sont développées par les jeunes eux-mêmes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins 100 jeunes qui sont eux-mêmes installés à leur compte et qui développent des activités qui permettent d'ailleurs d'employer d'autres jeunes. Donc ça, c'est des éléments qui sont tangibles, et sans oublier d'autres jeunes qui ont pu trouver des emplois. Parce qu'en fait, le problème aussi des jeunes, c'est qu'on n'a pas toujours des retours pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont pu faire des formations dont ils ont bénéficié. Mais compte tenu justement de ce secteur des jeunes qui est en tout cas extrêmement important, surtout pour votre ONG, sans doute vous avez des perspectives pour améliorer en tout cas tous ces champs d'action. Tout à fait. Nous avons, comme je vous l'ai dit, quand nous avions commencé nos activités en 2006, commencé par écouter les jeunes, trouver des opportunités d'emploi, de formation, de création d'entreprise. Nous avons fait valider en tout cas des démarches qui consistent à voir, par exemple, quelle est la meilleure méthode pour accompagner un jeune dans l'entrepreneuriat, dans la formation ou dans l'emploi. Aujourd'hui, nous voudrions beaucoup plus accentuer nos efforts avec un de nos partenaires qui est le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, vers un appui massif, en tout cas à l'entrepreneuriat des jeunes. Et dans ce sens, nous avions préparé des activités qui vont être lancées dès le mois de février et qui consistent justement à développer à la fois des formations, mais des appuis spécifiques pour des porteurs de projets, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais aussi des concours pour effectivement permettre à des jeunes qui ont des idées, qui sont très valables, mais qui n'ont pas des moyens pour voir comment effectivement matérialiser tout ça. Alors, M. Ousmane Dantata, je rappelle en tout cas à nos téléspectateurs, vous êtes le coordinateur de l'ONG Afrique Fondation Jeunes. Alors, le mot de fin, quel est l'appel que vous lancez à ses partenaires, l'État et justement les autres? Alors, avant, si vous permettez de lancer cet appel, je voudrais encore réitérer vraiment nos remerciements à l'ensemble des personnes, des Nigériens pour la plupart, qui ont apporté leur contribution aux efforts d'insertion des jeunes, certains ont apporté du matériel, de l'argent, mais aussi des expériences. Des organisations nombreuses comme, je disais, avec le CECI, mais Oxfam et bien d'autres que je ne pourrais pas toutes citer ici, ont apporté leur contribution. Maintenant, et c'est vrai, qu'avec le gouvernement, notamment différents ministères, moi je crois qu'il y a des pays voisins notamment qui ont fait de la question de la jeunesse une question centrale. C'est-à-dire qu'elle est transversale à toutes les activités qu'on peut développer. Un peu comme on l'a fait dans le cadre, par exemple, du développement du VIH-Sida, enfin de la lutte contre le VIH-Sida, en disant chaque ministère doit réfléchir à comment il peut aider à l'emploi des jeunes. Je crois que on y travaille, mais c'est insuffisant. Vis-à-vis d'autres organisations partenaires, en tout cas, qui sont possibles, nous avons pu développer des méthodes qui permettent réellement d'aller vers les jeunes et d'avoir des résultats très concrets. Et nous souhaitons évidemment continuer à élargir ce champ de partenariat et espérer qu'ensemble nous puissions faire des choses. Parce que, je le dis encore une fois, la jeunesse, c'est une chance pour notre pays. Mais c'est un gâchis si nous n'en prenons pas soin. Merci M. Ousmane Dantata, je rappelle, vous êtes le coordinateur donc, de l'ONG Afrique Fondation Jeunes. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Restez avec nous
pour la suite de cette édition, l'Union des étudiants et instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey ont conclu hier un accord avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur, un document portant des innovations sur le fonctionnement des écoles professionnelles et instituts de Niamey. Un accord pour respecter, bien sûr, les délais, les termes du dit accord. Les conclusions avec Omar Manga. L'information de ce cas de réflexion est la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et l'Union des étudiants des instituts écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN. Il s'agit de reposer le débat, lever l'équivoque sur toutes ses facettes et mettre fin aux différentes perturbations observées entre les étudiants. Un protocole d'accord qui revêt une importance capitale. Un protocole d'accord qui comprend 3 points. Le préalable à court terme et à moyen terme. Au préalable, 1. L'état des lieux des examens. Les deux parties partagent la même préoccupation. Aussi pour un souci de visibilité, il est recommandé à l'ONEX, comme cela s'est fait pour les autres examens, BAC, BPC, de faire régulièrement et à temps, à la fin de chaque examen, un bilan relatif au renouvellement du BTS. Par ailleurs, les deux parties ont retenu le principe de la mise en place d'un comité conjoint afin de débattre de la question du BTS. 2. Mise en place du comité chargé du toilettage des textes de l'ONEX. Le représentant de l'ONEX a informé l'assistance que leur dernier texte en vigueur datant de juin 2013, les deux parties ont retenu que les étudiants en tant que premiers concernés soient approchés pour recueillir leurs propositions en vue d'améliorer les dits textes, par exemple leur présence au conseil d'administration de l'ONEX, à l'instar de ce qui se passe à la NAP. Une réunion statuera sur les textes régissant l'ONEX. 3. Le respect du protocole d'accord signé en 2007 entre la société civile et le gouvernement réduisant le frais d'études dans les écoles et instituts. Ainsi, les deux parties s'accordent au respect strict de leurs engagements à travers cette signature. Les accords de partenariat économique AEP étaient au centre d'un point de presse animé hier au siège de Alternative Espace Citoyen par les organisations de la société civile nigérienne. Le résumé de ce point de presse avec Murtala Zouer. Ce point de presse centré sur le thème position du RUPA sur la signature des accords de partenariat économique APE, une erreur historique en dessous de la frontière de prospérité et de partenariat des deux régions ou une remise en cause de la CEDEAO des peuples, a été animé par le président de la plateforme paysanne du Niger et président du réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, RUPA. Il s'est agi pour le conférencier de faire la genèse de la signature des APE au Niger. Si vous avez souvenance, en 2007, l'Union européenne avait fait comprendre aux Africains que si on ne signait pas les accords, c'était la fin du monde. Nous étions arrivés à convaincre nos pouvoirs politiques qu'en signant des accords de partenariat économique, au moment où on mettait en œuvre notre politique agricole, c'est un suicide. Et nous étions arrivés à convaincre l'opinion internationale qu'on ne pouvait pas signer les accords à l'État parce que ça ne prenait pas en compte le développement. Parce que les premiers accords de Lomé, c'était des accords tournés vers le commerce uniquement. Lorsqu'on avait, avec l'avènement de la démocratie, et lorsqu'on a impliqué les organisations de la société civile, on est arrivé à montrer qu'un accord, c'est une entente entre deux parties, et il fallait nécessairement que la partie africaine aussi se retrouve dans cet accord. Alors, c'est en ce moment qu'on était tombé d'accord avec l'Union européenne pour que on aille vers le développement. Et aller vers le développement, pour nous, c'est d'abord développer l'agriculture, qui est le moteur de nos économies, c'est développer les infrastructures, c'est renforcer la libre circulation des personnes et des biens, mais c'est également renforcer le marché régional, local et national. La signature des accords de partenariat économique ont plusieurs conséquences pour les pays africains dans la mévente des produits.
commencez déjà à voir les conséquences. C'est qu'aujourd'hui, vous consommez les poulets congelés qui nous viennent de l'Europe. Ces poulets-là vont continuer à venir puisqu'on ne va pas les taxer. L'autre conséquence, c'est que le lait, on va continuer à amener le lait en poudre. On va détruire tout le système d'élevage que nous avons. Regarde les milliards que le ministère est en train de mettre au niveau de l'élevage. Aujourd'hui, un pays nigérien, un pays où l'élevage est important, on nous dit que le Niger ne peut pas produire du lait, il faut nous faire venir du lait d'ailleurs. Ça, c'est insultant. Troisième élément, quand vous prenez les ressources naturelles que nous avons, l'eau que nous avons, les bas-fonds que nous avons, la jeunesse que nous avons aujourd'hui, la technologie que nous avons, toute cette technologie et même l'engagement politique que nous avons, quand on dit les Nigériens doivent nourrir les Nigériens et qu'on vienne me dire aujourd'hui que le Niger a signé un accord où les produits doivent venir d'ailleurs, je dis que moi je suis vexé, je suis touché. C'est la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des États. Donc il ne revient pas aux chefs d'État uniquement, c'est vrai, c'est eux les dirigeants, mais pour signer des accords d'importance qui engagent la communauté, qui engagent toute la population, on aurait pu quand même informer la population des tenants et des aboutissants du contenu de cet accord-là. Ce point de presse vient ainsi éveiller la conscience des uns et des autres sur les APE, une décision qui ne semble pas plaire aux organisations de la société civile nigérienne qui dénoncent les conséquences néfastes de ces accords. Actualité dans nos régions avec CARE International en collaboration avec SOS Civisme qui a organisé un atelier de formation à l'intention des leaders religieux, les forces de défense et de sécurité sur la consolidation de la paix au Niger. Moussa Adamou Garba. Promouvoir la tolérance inter- et intra-religieuse, c'est le thème autour duquel les acteurs de la société civile et les leaders religieux ont reçu une formation. Cet atelier de formation a été rendu possible grâce à l'appui financier du projet CARE International et SOS Civisme à travers le projet REV. Et c'est le gouverneur de la région qui a présidé l'ouverture de cette cérémonie. Au cours de son allocution, il s'est beaucoup appesanti sur les objectifs du projet REV. Le projet REV a pour objectif spécifique de créer les conditions favorables pour une amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire et du climat social dans les 4 régions du Niger, à savoir Difa, Maradi, Niamey et Zender. 4 résultats sont attendus par ce projet. Le cadre institutionnel existant accomplisse convenablement leur mission et des réformes pertinentes sont initiées par les pouvoirs publics pour améliorer le cadre juridique régissant les activités religieuses au Niger. Le deuxième objectif, la compréhension entre les communautés chrétiennes et musulmanes du Niger est favorisée en vue de la prévention des conflits interreligieux. 3. Le rapprochement entre les associations religieuses des différentes tendances est favorisé pour la tolérance et la prévention des conflits intra-religieux. Le 4e objectif, c'est les organisations et associations de base de jeunes filles et garçons sont engagés dans les actions de la promotion de la paix. Comme vous le voyez, les résultats attendus par le projet REV cadre avec les options du programme de la Renaissance de son Excellence Issouf Mamadou. Aussi, au regard des récents événements déplorables, événements intervenus dans notre pays et à Zender en particulier, vous conviendrez avec moi que les objectifs poursuivis par ce projet demeurent d'actualité. Pour aboutir à la consolidation de la paix, plusieurs activités ont été prévues. Pour aboutir à la consolidation de la paix, nous avons prévu un certain nombre d'activités dans le renforcement des capacités de certains partenaires stratégiques, notamment la direction des affaires religieuses du ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses. On s'est dit que cette direction qui gère les associations et ONG religieuses au Niger doit bénéficier d'un certain nombre de renforcements de capacités. Cet atelier de formation cadre parfaitement aux préoccupations de l'heure, au vu des récents événements survenus à Zender et dans d'autres régions du pays. Restons à Zender avec le programme Paix à travers le développement PDF 2 qui a offert un lot de matériel de travail à 76 jeunes ayant bénéficié d'une formation initiée par PDF 2.
Renforcer l'autonomisation des jeunes, c'est l'objectif stratégique de PDF 2 à travers ses multiples interventions en faveur de la jeunesse. Au total, 76 jeunes de la région de Zender ont bénéficié de kits de matériel de travail après avoir été formés dans des domaines divers. Étaient présents à cette cérémonie le gouverneur de la région de Zender, le président du conseil régional, le sultan du Damagaram et plusieurs autres invités. En se prononçant, le représentant de PDF2 a d'abord rappelé l'objectif stratégique de son projet. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre du premier objectif stratégique du PDF2 relatif au renforcement de l'autonomisation de la jeunesse et se veut être une contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse en général et au développement des arrondissements communaux 1 et 2 des Zender et Tanout. En effet, ce sont 16 jeunes à risque, donc 28 en menuiserie bois, 25 en mécanique moto, 18 en tissage de lits et chaises et 5 en permis de conduire poids lourd, que PDF2 a pris entièrement en charge la formation au centre Nigétec du Zender. Sont 11 parmi eux, après une formation de 4 mois, suivie de 2 mois de stage dans des ateliers, reçoivent aujourd'hui chacun un kit complet des outils de travail dans son domaine de formation. C'est en somme plus de 103 millions de francs CFA qui sont injectés dans la région des Zender par PDF2 à travers cette activité. Mesdames et messieurs, au regard des événements récents que nous avons vécus, marqués par la violence et la destruction des biens publics et des lieux de culte par des manifestants en majorité jeunes, ce geste du PDF2 s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'autonomisation des jeunes pour les engager dans des actions constructives et les soustraire de l'influence des groupes extrémistes. Chers jeunes, mes chers frères et sœurs, la jeunesse est synonyme d'engagement et de créativité. Nous attendons de vous une gestion optimale de cet appui pour servir de bon exemple aux autres. Car c'est de cette façon que les jeunes ne feront plus partie des problèmes à résoudre, mais une des principales solutions aux problèmes de stabilité et de développement du pays. Tour à tour, plusieurs allocutions ont été prononcées. D'abord, celle du président du conseil régional qui a parlé de toute la portée des différentes activités de PDF2. Pour sa part, le sultan du Damagaram a profité de cette occasion pour remercier sincèrement le projet Paix à travers le développement. C'est le gouverneur de la région qui a lancé la remise des diplômes et des kits aux jeunes bénéficiaires. Depuis son installation à Zender, PDF2 a toujours œuvré dans le cadre de la lutte contre l'oisivité des jeunes et la promotion des acquis démocratiques. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces images de Zender que s'achève cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.